Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement que vous répondez à un appel d'offres et que vous ne savez pas trop comment compléter un acte d'engagement. Ça tombe bien, tout l'objectif de cette vidéo, ça va être de voir ensemble, pas à pas, comment compléter ce document. Bonjour, je suis Sébastien, un ex-acheteur public, aujourd'hui gérant de la société Audecia. Depuis 9 ans maintenant, on accompagne des centaines d'entreprises à répondre au marché public. Et tout l'objectif ici, dans ces vidéos, c'est de vous aider à travers des tutoriels à répondre facilement aux appels d'offres. Donc revenons-en à notre acte d'engagement. Déjà, si vous n'avez pas d'acte d'engagement sous les yeux, prenez-en un. Allez dans le DCE du marché auquel vous répondez. Le DCE, c'est le dossier de consultation des entreprises. C'est ce qui est produit par l'acheteur public. Et s'il n'y a pas d'acte d'engagement dans le DCE, mais que c'est demandé au règlement de la consultation, allez sur Google, vous tapez ATTR1 et vous trouverez en téléchargement un acte d'engagement. La première chose à laquelle on va s'intéresser, c'est l'objet de l'acte d'engagement. Il va falloir que vous complétiez ici l'objet du marché public. Pour ce faire, c'est extrêmement simple. Vous allez dans le règlement de la consultation ou dans le CCTP, en page de garde, et vous avez l'objet du marché public. Vous l'indiquez ici. Deuxième chose, on va vous demander si cet acte d'engagement, il correspond finalement à l'ensemble du marché public, parce qu'il n'y aurait pas d'allotissement, ou si vous répondez à un ou plusieurs lots du marché public. Très simple déjà pour savoir si le marché comporte plusieurs lots ou pas. Allez dans le règlement de la consultation et regardez si le marché est alloti ou pas. Maintenant, si vous répondez à un seul lot, vous indiquez ici le lot auquel vous répondez. Et si vous répondez à plusieurs lots, vous allez ici en indiquant les différents lots auxquels vous répondez. Le point numéro 2 est un petit peu plus complexe puisqu'on a très souvent des questions sur ce point. Ici, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande si vous répondez à l'offre de base, ce qui est de toute façon obligatoire, ou si vous proposez une variante. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les variantes ne sont pas toujours autorisées. Pour savoir si elles le sont, allez dans le règlement de la consultation et il doit y avoir un article variante si elles sont autorisées. Donc ici, si vous proposez une offre de base, eh bien vous cochez l'offre de base. Si vous proposez une variante, vous cochez ici variante suivante et vous expliquez votre variante. L'objectif d'une variante, c'est quoi pour celles et ceux qui ne le savent pas? C'est une proposition que vous allez faire à l'acheteur qui améliore l'offre de base, que ce soit d'un point de vue technique ou que ce soit d'un point de vue économique ou financier. Il faut savoir que, attention, c'est très important, il va falloir réaliser 2 actes d'engagement si vous proposez une offre de base et en même temps une variante. Il va falloir faire un acte d'engagement pour l'offre de base, un acte d'engagement pour la variante. Ici, vous pouvez cocher cette case si vous proposez des prestations supplémentaires et vous indiquez ici les prestations supplémentaires que vous allez proposer à l'acheteur. Tout ça, c'était pour le cadre A. Pour le cadre B, qu'est-ce qu'on a? Dans un premier temps, il va falloir indiquer que vous avez pris connaissance d'un certain nombre de pièces. Très souvent ici, c'est l'acheteur public qui complète ces différents éléments. Si ce n'est pas le cas, très simple, vous cochez CCAP, vous cochez CCTP. Si l'acheteur a mis un numéro à ces 2 documents, eh bien vous indiquez ce numéro et c'est à peu près tout. Sur les autres cases, sachez bien qu'ici, dans le cadre de cette vidéo, c'est comment compléter un acte d'engagement quand on répond en groupement d'entreprises. Donc on va s'intéresser finalement qu'à ces éléments-là, sachant que ces éléments-là, on les a vus dans une autre vidéo concernant l'acte d'engagement lorsque vous êtes titulaire unique, donc quand vous répondez seul à un marché. Admettons qu'on a un groupement d'entreprises constitué de 3 entreprises. L'objectif ici, une fois que vous aurez coché cette case-là, eh bien c'est d'indiquer pour chacun des membres du groupement le nom de l'entreprise, l'adresse du siège social, son adresse électronique, ses numéros de téléphone et son numéro TIRET pour l'entreprise 1, pour l'entreprise 2 et pour l'entreprise 3 s'il y a 3 entreprises au sein de votre groupement. Donc retenez ça comme il faut. À partir du moment où vous avez X membres au sein de votre groupement, eh bien il va falloir faire autant de déclarations ici d'entreprise que c'est nécessaire. Ensuite, on va vous demander de reporter vos prix. Donc, très souvent, même si 2 cas de figure sont proposés dans cet acte d'engagement, l'acheteur va vous obliger à reporter les prix que vous avez dans une annexe financière dans votre acte d'engagement. Donc, vous allez devoir cocher au prix indiqué ci-dessous. Vous allez devoir cocher taux de TVA et indiquer ici
le taux de TVA et vous allez devoir indiquer votre montant hors taxe en chiffres, puis en lettres, suivi de votre montant TTC en chiffres, puis en lettres. Attention, élément extrêmement important que je disais d'ailleurs en préambule de ma vidéo, s'il y a un écart qui existe entre votre annexe financière, par exemple un bordereau de prix unitaire ou un DPGF et l'acte d'engagement, c'est l'acte d'engagement qui fait foi. Et donc ça peut vous porter préjudice, donc vérifiez toujours les prix que vous avez reportés. Et puis ensuite, l'acheteur peut aussi, mais c'est beaucoup plus rare, vous laisser la possibilité de lui dire va voir dans l'annexe qui est jointe au présent document, qui s'appelle bordereau de prix unitaire ou DPGF, les prix que je vous propose. Et dans quel cas, moi, ce que je vous invite à faire, en plus de cocher cette case, c'est d'indiquer le nom de l'annexe financière. On en vient au B2 sur la nature du groupement en cas de groupement conjoint. Ici, la première chose à faire déjà, c'est de cocher une de ces deux cases. Est-ce que vous êtes un groupement conjoint ou est-ce que vous êtes un groupement solidaire ? On a fait plusieurs articles sur le sujet sur audecia.fr. Je vais également, dans le futur, faire une vidéo pour vous expliquer vraiment toutes les différences qui existent entre le groupement conjoint et le groupement solidaire. Sachez à votre niveau, lorsque vous complétez un acte d'engagement, qu'un groupement conjoint, très souvent, chacun est responsable de ses propres prestations. Il y a généralement un mandataire qui est nommé. Et sur le groupement solidaire, c'est tout le monde est responsable de toutes les prestations qui sont exécutées par chacun des membres du groupement. Sachez également par ailleurs que sur un groupement solidaire, très souvent, on va vous demander un compte bancaire unique. Ce qui n'est pas le cas ici, puisque sur un groupement conjoint, il n'y a pas de compte bancaire unique, donc chacun peut être payé par l'acheteur public. Ensuite, si vous êtes sur un groupement conjoint, admettons que vous avez coché cette case-là, il va falloir compléter ce tableau avec, encore une fois, le nom de chacun des membres du groupement, l'adresse du siège social, l'adresse mail, le numéro de téléphone et le numéro de SIRET. La nature de la prestation, je vous ai donné ici par exemple un exemple de marché sur lequel on serait sur de la confection de vêtements pour l'armée par exemple. Une entreprise pourrait très bien faire la production, une autre la logistique et une autre tout le contrôle qualité. Ce qu'il faut par contre néanmoins, c'est préciser à chaque fois le montant hors taxe de la prestation, c'est très important puisque ça vous est demandé directement par l'acheteur public. Donc ne l'oubliez pas. Si c'est le cas, l'acheteur public reviendra certainement vers vous. Sur les comptes accrédités, si vous êtes un groupement conjoint, il y aura autant de comptes accrédités qu'il y aura de membres du groupement. Donc il faudra finalement faire un copier-coller de ces éléments-là, mettre à chaque fois le nom de l'entreprise et pour chaque entreprise, mettre bien évidemment le nom de l'établissement bancaire, le numéro de compte, etc., puisque ça vous sera de toute façon demandé par l'acheteur. Je vais m'arrêter 30 secondes sur l'avance, puisque c'est très important, donc le cadre B4. Il faut savoir qu'une avance, c'est quoi ? C'est lorsque vous n'avez pas encore commencé à exécuter une prestation sur le marché, une avance monétaire, financière, qui est faite par l'acheteur et qui vous paye un certain pourcentage du marché. C'est très important parce que ça vous permet du coup d'optimiser vos flux de trésorerie. Attention néanmoins, quand vous lisez cette phrase, il est noté « Je renonce au bénéfice de l'avance ». Donc ne cochez, je suis sûr qu'il y en a qui se sont déjà fait avoir, ne cochez surtout pas la case « Oui », cochez toujours la case « Non ». Non, vous ne renoncez pas au bénéfice de l'avance. Sur la durée d'exécution du marché, sachez que très souvent, c'est à l'acheteur de compléter ces éléments-là. Si ce n'est pas le cas, ici, vous allez indiquer la durée d'exécution du marché, soit en mois, soit en jours, à partir de soit la date de notification, soit du marché, soit la date de notification de l'ordre de service, ça c'est très souvent le cas dans les accords cadres par exemple, soit la date de début d'exécution prévue par le marché lorsqu'elle est postérieure à la date de notification, mais très souvent, encore une fois, ces éléments-là, vous n'allez pas vous embêter avec ça, puisque c'est l'acheteur qui va le faire. Si le marché est reconductible, ça vous pouvez le voir très facilement dans le règlement de la consultation, et si oui, vous pouvez préciser également le nombre de reconductions, puisque vous allez le voir également dans le règlement de la consultation. Très souvent d'ailleurs, c'est des marchés d'un an renouvelables 3 fois ou 4 fois, vous le trouvez dans le règlement de la consultation. Encore une fois, je ne vais pas m'attarder là-dessus puisque c'est très souvent l'acheteur qui complète cette fameuse partie B5. Attention ici, j'ai très souvent vu des groupements d'entreprises qui signaient l'encart C1.
parce qu'elle s'est arrêtée finalement à l'encart C. Elle voit l'encart C1 signature, elle fait pas attention. Et puis il y a le mandataire ou un membre du groupement qui va mettre ici le nom, le prénom, la qualité du signataire, le lieu et la date de signature et sa signature. Attention, ce n'est pas ce qui vous est demandé ici. Ici, on est sur une signature du marché public par le titulaire individuel. Ici, vous n'êtes pas titulaire individuel, vous êtes groupement d'entreprise. Donc je vous invite à descendre un petit peu et à aller en C2, signature du marché public en cas de groupement. Première chose à faire, c'est repréciser la forme de votre groupement. Est-ce que vous êtes conjoint ou solidaire? Ensuite, les membres du groupement ont donné mandat au mandataire qui signe le présent acte d'engagement. Donc là, imaginons par exemple que vous souhaitez donner mandat au mandataire pour pouvoir signer à votre place. Eh bien, si c'est le cas, soit vous lui avez donné mandat pour signer l'acte d'engagement en votre nom pour les représenter, pour vous représenter vis-à-vis de l'acheteur et pour coordonner l'ensemble des prestations. Dans le cas, vous allez cocher cette case-là et joindre les pouvoirs en annexe. Soit vous lui avez donné pouvoir en même temps pour toutes les modifications ultérieures du marché public. Imaginons par exemple que, je ne sais pas, le prix du marché augmente pour X, Y raison, qu'il y a un avenant qui doit être signé. Vous pouvez très bien donner mandat au mandataire pour qu'il puisse signer en votre nom cet avenant. C'est tout à fait possible à partir du moment où vous avez des pouvoirs, et vous pouvez d'ailleurs télécharger des pouvoirs sur notre site audecia.fr en ressources gratuites. Soit vous avez donné mandat au mandataire dans des conditions définies par les pouvoirs joints en annexe, et ici, c'est finalement si on est dans quelque chose de différent de cette case-là et de cette case-là. Ensuite, vous pouvez aussi choisir l'option, ce sont tous les membres du groupement qui signent le présent acte d'engagement. Et en même temps que vous le signez, vous donnez mandat au mandataire qui l'accepte pour vous représenter vis-à-vis de l'acheteur. Et vous pouvez également donner mandat au mandataire qui l'accepte pour signer en leur nom et pour votre compte les modifications ultérieures du marché. Quelle est la différence entre ces deux éléments? Soit vous avez des pouvoirs, dans quel cas vous faites un pouvoir en amont et vous cochez les cases ici correspondantes, soit c'est finalement cet acte d'engagement qui va jouer le rôle du pouvoir. Néanmoins, vous êtes obligé, si c'est le cas, de faire signer l'ensemble des membres du groupement. Donc exemple encore une fois, il y a 3 membres du groupement, eh bien il faudra pour chaque membre du groupement indiquer le nom, le prénom, la qualité du signataire, le lieu et la date de signature et la signature. Voilà pour tout ce qui est acte d'engagement. Sachez qu'ensuite, toute cette partie D, ce n'est surtout pas à vous de la compléter, c'est à l'acheteur de la compléter et de la signer. Donc ne le faites surtout pas à sa place. Voilà, vous savez maintenant comment on complète un acte d'engagement en groupement. On a vu à peu près les différences entre groupement conjoint et groupement solidaire, même si on va faire une vidéo de présentation là-dessus. Sachez en tout cas que si vous voulez maîtriser la réponse aux appels d'offres en groupement, on a une formation spécifique à ce sujet que je vous mettrai en description. À vous de jouer maintenant pour décrocher vos appels d'offres, et si vous avez besoin d'aide, surtout n'hésitez pas, rendez-vous sur www.audecia.fr.